mois avec, pour aller dans un parcours contemporain. Ah non, 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 ça salit très facilement. Pardon. Oui, ravi. Il n'y a même pas, on ne peut même pas. À la bibliothèque. La bibliothèque, sûrement. N'oubliez pas. Justement, il était très absent de l'exposition. Ah oui, elle est très d'accord. L'exposition est effectivement le livre de Bazin qui est exposé. Oui. Le premier, il n'est pas effectivement exposé pour Bazin. Oui, c'est ça. Ah oui, Surtout quand tu as un musicien qui joue, on a bien ici. j'ai essayé le temps de parole, mais bon, je serais courte. Donc, j'ai un petit peu de biographique. Voilà, je serais pas mal quand même. Oui, bien sûr. C'est très simple parce qu'il n'y a pas de marathon. Si vous trouvez ça fastidieux, vous faites un petit signe et je parce que je ne sais pas si tout le monde est au fait. D'accord. Merci. Merci d'être là pour rendre hommage, pour ouvrir déjà l'exposition, parce que ce n'est pas une conférence, c'est une table ronde, une rencontre, une discussion, à l'occasion de l'exposition que nous avons inaugurée hier
Youssef Ichapour, que nous avons intitulé Le philosophe et la mer. Et cette occasion était cette exposition était l'occasion, le prétexte de faire découvrir cet homme et cet intellectuel que peu connaissent probablement quand ils ne sont pas spécialistes de cinéma, on va en parler, et donc pour nous de montrer l'œuvre qui doit rayonner aujourd'hui et tout le travail que font des spécialistes et des amis de Youssef Ichapour qui sont réunis en association dès 2021, justement pour la reconnaissance de cette œuvre-là. Alors je remercie déjà Emmanuel Toubiana qui est parmi nous, qui nous a mis en contact avec Juliette Grange. Je remercie les amis de Youssef Ichapour qui animent le site aujourd'hui et qui font un travail formidable à la fois envers la mémoire de Youssef, mais également l'édition et la réédition de ses textes. C'est un travail à temps plein, je crois, en tout cas ces derniers temps. Juliette nous rencontrer, mais voilà, donc en tout cas, merci à eux, et puis merci à Juliette pour la confiance qu'elle nous a accordée et pour avoir permis d'ouvrir cette exposition. Voilà, nous sommes très contents de faire ce bout de chemin ensemble et avec l'association. Voilà, donc moi je vais présenter brièvement nos invités. Je vais commencer par Juliette Grange, qui est philosophe et professeure émérite des universités, qui a enseigné à Tours. Vous êtes spécialiste de la pensée française et l'histoire des idées politiques, autrice d'essais sur la philosophie de l'écologie, sur l'extrême droite aussi politique, sujet sur lequel vous intervenez régulièrement. Vous avez même publié il y a quelques mois un livre sur la photographie qui est intitulé Entre technique et politique, l'invention de la photographie. Et vous avez bien connu Youssef Ichapour, puisque aussi bien l'œuvre que l'homme, vous étiez amis, et vous présidez aujourd'hui l'association des amis de Youssef Ichapour, dont je parlais tout à l'heure, et qui a été créée dès novembre 2021, donc peu de temps après sa disparition. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site internet qui est très complet, qui vous donne beaucoup de références, mais qui vous permet aussi d'accéder aux textes, puisque Youssef souhaitait que les textes qui étaient libres de droit soient accessibles, et ils sont accessibles pour certains. Voilà, donc ça je le précise, c'est important. François Thomas, bonjour, merci d'être François avec nous. Vous êtes professeur vous aussi en études cinématographiques à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes membre de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. Vous êtes un spécialiste d'Alain Resnais, entre autres, d'Alain Resnais et aussi d'Orson Welles. Et d'où votre présence ici aussi particulièrement. Vous nous direz pourquoi aussi et comment vous avez rencontré aussi Youssef Ichapour, et je précise que vous êtes conseiller scientifique de l'actuelle exposition Orson Welles qui se tient à la Cinémathèque française. Voilà. Vous écrivez aussi, notamment pour la revue Positif, et vous aviez rencontré Youssef il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est ça? Oui, il faudra que je fasse un effort de mémoire. D'accord, on va vous laisser le temps de faire cet effort de mémoire, et vous nous direz comment vous en êtes venu à aller à sa rencontre. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais d'abord passer la parole, le micro à Juliette, qui va nous présenter, faire une petite introduction avant de commencer la discussion. Oui, je vais essayer d'exposer à la fois un parcours biographique de Youssef Ichapour et la venue de la photographie dans ce parcours, parce qu'il est connu, pas très connu, parce que je pense que l'université française n'est pas toujours très accueillante aux personnes qui ont un nom à consonance très étrangère, un peu non-simple. Il le remarquait souvent, Ichapour. C'était censé s'écorcher. Et on lui avait proposé de prendre un pseudonyme. D'ailleurs, il a publié son premier livre sous le pseudonyme d'Yves Guillaume, une commande sur Visconti. Et ensuite, il a décidé, de manière bravasse, ce qui était tout à fait dans son caractère, que bon, il avait un nom, il allait le conserver, peu importe si ça déplaisait dans l'univers universitaire français, très feutré, à l'époque quand même très autoréférencé à certaines classes sociales et certaines terminologies. Donc, ce nom peut-être et sa position d'exilé, intégré, semi-intégré, a beaucoup nuit à sa notabilité. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire émerger un intérêt pour Youssef Ichapour, et aussi ce qui apparaît comme un certain éclectisme de ses préoccupations.
C'est-à-dire, il a écrit sur le cinéma, il a écrit sur Elias Canetti, sur donc, un romancier, il a écrit beaucoup sur l'histoire de l'art, en faisant toute une série de monographies sur des peintres, soit du XXe siècle, soit d'autres siècles, Poussin, etc., Courbet. Il préparait un Cézanne qui n'a pas terminé. Il a écrit donc dans diverses directions, et puis à un certain moment, alors qu'il avait une bonne cinquantaine, et il s'est intitulé Le photographe. Il a passé beaucoup de temps à faire des photographies. Alors, s'agit-il d'une rupture ou y a-t-il une sorte de logique générale à cet itinéraire? Comment aborder cette singularité? Donc, il le dit lui-même. En fait, il explique très bien son itinéraire par des textes qui sont généralement publiés, très courts, très bien écrits, qui sont en général publiés à la fin de ses recueils de photographies. Donc, je cite au commencement. Alors, il a publié en fait c'est un photographe particulier parce qu'il a fait énormément de photos. On a énormément de négatifs, de diapositives, et quand même le plus premier, enfin, qui n'est pas celui de tous les photographes, c'était de publier des livres de photographie avec un certain enchaînement des photographies, c'est-à-dire elles ne sont pas faites pour être vues singulièrement, ce qui rend les expositions difficiles d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est quand même en cinéaste qu'il a conçu les livres de photographie, c'est-à-dire avec une relation entre les différentes images, un cheminement. Ça lui a demandé beaucoup de temps. Donc, il a pensé à des livres d'abord, parce que c'est un homme du livre, plus que de l'écrit ou de l'image. Enfin, de l'image certainement, mais c'est aussi un homme du livre, des bibliothèques, des livres. Il avait 10 000 ouvrages chez lui, choisis, connus, lus, fréquentés. Donc, il a conçu des livres de photographie sur un très beau papier, avec une très grande attention à la qualité du tirage. Donc, c'est un peu étonnant aussi, penser que quelqu'un qui a fait des études de cinéma, qui ensuite s'est consacré à la critique, qui a fait un peu de philosophie aussi, comment la photographie est advenue dans son existence, pourquoi, et pourquoi aussi avoir cette démarche qui n'est pas celle de tous les photographes, qui soit vendent leurs photos à la presse, on fait des expositions, enfin, c'est un métier, faire un bras ailleurs. Donc là, quelle est cette démarche? Alors, il le dit lui-même, à la fin de Au commencement, dans un texte assez court, en 1958, à 18 ans, je suis venu d'Iran en France pour faire des études de cinéma, prise de vue à l'école de Lumière, réalisation et montage à l'IDEX, ce qui nécessitait la pratique de la photographie, que j'ai continué, mais très peu de temps, car à cause d'un exil volontaire, je me suis consacré à l'écriture et à l'enseignement. Donc, il a à ce moment-là, sortant de l'IDEC, la proposition d'écrire un livre sur Orson Welles, déjà, lorsqu'il a une petite vingtaine d'années. Par hasard, peut-être par les hasards de l'édition, on lui avait commandé un Visconti, qu'il a fait, on lui commande un Welles, et il était incapable de le faire rapidement, parce que, dit-il, Welles, et c'est encore lui qui parle, Welles représente quelque chose de totalement étranger à l'Orient, la subjectivité occidentale. C'est un seigneur dans sa posture, dans sa place dans le monde, Welles, l'artiste moderne par excellence. C'est pourquoi il n'a pas pu réaliser, donc Youssef Ichapour, dans sa vingtaine, un livre accessible, un volume raisonnable sur Welles. Donc il s'est inscrit en doctorat d'État et il a mis 37 ans à déchiffrer le mystère de Welles, ce qui donne ce coffret là, qui est énorme et constitue donc. Youssef Ichapour dit ces 37 ans, ça a été mon passage de l'Orient à l'Occident. Autrement dit, ces études de philosophie sur justement la subjectivité, sur la représentation en Occident, sur la perspective, sur nombre de philosophes, ces travaux sur différentes phases de l'histoire de l'art moderne ou celle du XXe siècle, tout ceci a été une sorte, un passage de l'Orient en Occident bien plus tortueux et redoutable qu'on ne l'imagine. Donc, ce travail sur Welles, c'est aussi une forme de transition. Alors, il a dit qu'il a été obligé, selon son expression, de repenser tout à la racine, de s'occuper de philosophie, de politique, d'histoire de l'art, de littérature,
De là, dit-il, une bibliographie abondante et apparemment disparate. Mais il la caractérise très bien, et je pense que franchement j'adhère à cette expression, c'est une construction constellative qui intègre diverses approches de l'œuvre d'art. Donc, c'est une constellation, ces livres. Un livre sur Ozout, un livre sur Poussin, un livre sur Courbet, des textes sur Cézanne, Godard, que sais-je. C'est une constellation, ça paraît très éclaté, disparate, mais fondamentalement, c'est un travail d'exploration, justement, de la pensée occidentale en général, et une sorte de trajet intellectuel et aussi intérieur, au-delà de la simple analyse, pour donc comprendre les catégories occidentales, qui parfois étaient tout à fait étranges. Alors, alors il indique, c'est pour ça qu'il a écrit des essais. Ce ne sont pas des ouvrages savants, c'est tracer une ligne de compréhension dans une problématique ou chez un auteur ou chez un grand nom de l'histoire de l'art pour essayer de donner la ligne directrice du sens de telle ou telle œuvre. Mais ce n'est pas d'érudition, c'est pour ça qu'il n'a pas fait une carrière universitaire extrêmement brillante, dans la mesure où la légitimité dans mon université, mon collègue ne me contredira pas, repose très souvent sur une hyperspécialisation et le fait, le Wells c'est quand même une somme extraordinaire, mais les autres ouvrages sont plutôt des propositions de lignes d'interprétation. Il nous dit ce qu'il en est de ces auteurs, avec les moyens les plus simples, en essayant de s'adresser d'ailleurs bien au-delà du public universitaire, et donc tout en étant dans une problématique qui est d'un questionnement justement sur ce passage entre l'Orient et l'Occident. Qu'est-ce que la figuration? Qu'est-ce que la perspective? Qu'est-ce que l'art moderne? Que s'est-il passé dans le cinéma? Etc. Donc, alors la photographie, comment arrive-t-elle? Alors il le raconte lui-même. C'est simplement lorsque j'ai bouclé la boucle et terminé mon livre sur Wells que j'ai repris en 2001 la pratique de la photographie. En citation, cependant, même si avant d'écrire une ligne, j'avais commencé par la photographie, celles d'aujourd'hui sont totalement différentes de ce que j'aurais pu réaliser au début des années 60. Elles sont le résultat du chemin parcouru. Au-delà des bruits et de la fureur de l'histoire, qui est un trait marquant de mes écrits, il s'intéresse beaucoup à la politique au sens noble du terme, il s'agit, et pour moi c'est très important, de l'écoute et de la contemplation du silence. Donc il est là dans une démarche de contrepoint à tout son travail. Peut-être est-ce là malgré tout un certain Orient qui refait surface et un passé dominé par une double tradition, juive et musulmane, d'interdits, drastiques ou non, des images. Donc c'est tout à fait essentiel de comprendre ce parcours, d'abord pour saisir ce qu'il en est de la singularité de Giuseppe Chappeau, et aussi peut-être de la nature de ses photographies. C'est non pas de retour à l'Orient, mais de contrepoint dans ce parcours philosophique, d'histoire de l'art, de critique de cinéma qui concerne la modernité. Donc c'est quelque chose d'assez fort, ça n'est pas un divertissement anecdotique, c'est quelque chose qui constitue une focale pour lui, quelque chose qui a certainement beaucoup compté dans sa vie. Il avait beaucoup considéré d'autres formes de figuration que la peinture occidentale. Il était grand amateur de peinture chinoise et aussi de miniatures persanes. Donc, c'est en réfléchissant à cela qu'il a choisi le format vertical. Vous remarquerez dans ses photographies, peut-être pas moins les petits formats que les grands formats, que c'est en général le format vertical, donc, là où en Occident on préfère généralement le format horizontal pour le paysage. C'est très bien l'histoire de la peinture de paysage en Europe et en Occident, et donc ça a été un choix délibéré pour essayer de, non pas de s'opposer, mais d'avoir un contrepoint à la perspective, d'Alberti, etc. Très bien commenté par Michel Foucault, pour ceux qui connaissent dans le commentaire du travail de Lénine. Vous avez un spectateur à distance du spectacle, c'est-à-dire du tableau, ou de la nature, du spectacle de la nature, mais qui est un sujet, c'est-à-dire sans détermination propre. Donc, Chapport tâtonne et essaie dans cette photographie de faire une autre proposition que le perspectivisme,
C'est pour ça qu'il choisit aussi des sujets où l'action de l'homme, ou l'histoire, ou des éléments architecturaux, des bateaux, des personnes, détestait la plage. Ben, c'est la Bretagne, mais il avait essayé de proposer une exposition à un syndicat d'initiative du lieu où il y avait une maison. On lui avait dit, mais c'est lamentable, personne ne viendra chez vous si vous nous montrez ces couleurs extraordinaires, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de baignade, c'est pas possible. Il avait été très, très blessé par ce refus. Donc la verticalité, les choix de rapport entre couleurs et entre plans, c'est quelque chose qui est réfléchi. Mais ce n'est pas obligatoirement une déclaration théorique, je crois que c'est vraiment un travail d'artiste, c'est-à-dire ça n'est pas lisible en termes interprétatifs. Je pense que, moi j'essaie de me passer du commentaire des photographies, je pense que comme toute œuvre d'art, le commentaire peut être une introduction, mais il n'épuise en rien et ne permet en rien d'aborder la singularité. Donc là, je critique peut-être l'histoire de l'art parfois indirectement. Donc, d'après Ishakpour, le vertical change le rapport entre ciel et terre, et vous remarquerez dans les photographies qu'en fait, c'est le ciel, la mer et la lumière, exclusivement. Et donc, ça n'est pas abstrait, j'ai entendu dire que c'était abstrait, ça n'est pas abstrait, c'est autre chose, et c'est une recherche de cette autre chose, avec cette dimension de silence, peut-être un peu orientale, de retrait, de mise en cause non polémique de la perspective moderne, mais donc un travail assez particulier. En même temps, alors, dernier élément, pour ne pas... Youssef connaissait très bien l'histoire de la photographie et a indiqué, ça a été dit hier je crois, que la photographie avait libéré l'art de la tâche de représenter le monde. Et là il fait des photographies qui se donnent pour tâche peut-être de réinvestir quelque chose qui redéfinit ce qu'est l'art par la photographie, qui au moment de sa création avait adopté une démarche inverse. Alors un petit mot sur les titres. Au commencement, nuée et pâture du vent. Donc il y a pas mal d'allusions vétérotestamentaires, à l'Ancien Testament. Nuée et pâture du vent. Nuée, on emploie peu on a nuage peut-être, mais nuée, c'est quelque chose qui n'est plus tellement dans notre vocabulaire courant, c'est un vocabulaire peut-être savant ou poétique. Et vous trouvez ça dans Ézéchiel, citation, voilà ce que je vis, une rafale de vent arrivait du nord, amenant un gros nuage de jaillissaient des flammes. Le nuage était entouré de clarté, son centre embrasé, scintillant comme un métal brillant. Alors y a-t-il une déclaration religieuse ou un motif religieux dans ces photographies? Bon, Youssef Ishakpour était agnostique, je pense, mais grand lecteur de textes mystiques, connaissant très bien la mystique juive, musulmane, la mystique rhénane en particulier, un très beau texte qui s'appelle Le nuage d'inconnaissance, un texte anonyme de la mystique rhénane. Donc, il y a une présence de ces textes poétiques et mystiques dans son travail, donc, et je pense qu'il était passionné de mystique, et c'est peut-être, ces photos sont aussi un questionnement. Il pose la question de la présence-absence, de ce Dieu caché dans la nuée qui est dans les textes d'Ézéchiel. Je ne vais pas vous assoupir plus longtemps. Merci, mais je vais passer la parole à François Thomas. Vous connaissiez, François, son travail de critique de cinéma, vous connaissiez son histoire et son rapport à la photographie, sa pratique de la photographie? Pas du tout avant de recevoir, puisqu'il m'a envoyé tous ses livres, je vais y revenir, avant de recevoir le premier livre. Donc dans un premier temps, pendant quelques secondes, peut-être une minute, j'étais surpris. Ensuite, je me suis rappelé de son parcours d'étudiant à l'école Louis Lumière, donc une formation qui lui permettait d'être photographe. Ce qui m'a surpris, c'est d'emblée la qualité, l'originalité des photographies. J'avais jamais vu ça.
J'avais l'impression, avec le premier livre, de voir des tableaux de Rothko devenus des photographies. Quand je leur ai parlé, il n'a pas, heureusement pour moi, il n'a pas nié la parenté, mais il en revendique, je crois, d'autres. Et enfin voilà pour la réponse directe à la question. Sinon, si je puis me permettre de revenir en arrière, je me permets d'être en désaccord sur un point. Vous parliez, Juliette, de la disparité de l'œuvre écrite. Et pour ma part, j'ai toujours été sensible au contraire à la très grande cohésion. D'abord, c'est quelqu'un qui a véritablement fait une œuvre. C'est-à-dire que même en écrivant, oui, comme tout le monde, sur des sujets divers, vous reconnaissez la même pensée du début à la fin, la même écriture du début à la fin. Et bon, je suis plus familier, j'ai lu aussi tous ces livres sur la peinture ou d'autres, mais je suis tout de même plus familier de son travail sur le cinéma, aussi parce qu'un bon nombre des textes qui figurent dans les recueils d'articles ou de chapitres ont d'abord paru dans différentes revues. Donc je lisais une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Donc sur le choix d'artistes qu'il commentait dans le domaine cinématographique, c'est absolument cohérent, c'est peut-être pas le moment de trop développer, on a largement le temps de parler de ce choix plus tard. Vous l'avez rencontré également, vous me disiez, quand on a préparé et discuté ensemble, que vous aviez fait la démarche d'aller le voir, et je crois sur Orson Welles au départ. C'est le contraire. En réalité, je ne me rappelle plus du tout la première fois que je l'ai rencontré. Donc je suis obligé de présenter aussi un petit peu. Je suis passionné de Orson Welles à peu près apparemment au même âge que, je suis plus jeune que lui, je suis né en 59, 19 ans après lui. À peu près au même âge que lui, je me suis passionné pour Orson Welles. Je ne me rappelle plus comment j'ai conçu ça à l'époque, mais je me suis peut-être pas dit je vais y consacrer ma vie, puis je travaille aussi sur d'autres sujets, mais ça fait quand même ça fait 46 ou 47 ans que je travaille sur Welles. Quand j'avais 22 ans, j'étais allé passer 5 semaines aux États-Unis, d'une part pour faire des travaux en archives, ce que j'ai toujours fait dans différents pays sur Welles ou sur Anna René que Fabien a mentionné, et puis parfois tout de même sur d'autres sujets, et aussi rencontrer des collaborateurs de Welles. Donc le point de départ, peut-être que j'ai rencontré Youssef avant, je ne me rappelle pas, mais le point de contact qui a noué, je n'irai pas jusqu'à parler d'une amitié, ça serait trop fort. Il pouvait l'être amicalement quand il me déliait ses livres, mais c'est quelqu'un qui pour moi avait toujours resté opaque, chaleureux et distant à la fois. Je ne sais pas si ça peut convenir à d'autres personnes qui l'ont connu, qui sont ici. Une vraie chaleur quand on est avec lui, mais il faut mériter la chance de pouvoir parler avec lui. Donc il m'avait contacté, probablement par téléphone pour la raison suivante. Donc il écrivait ce dont je ne savais pas encore que ça allait être aussi gros, aussi lourd, etc. Son travail sur Welles, à ce moment-là, j'avais déjà de mon côté publié sur Welles, lui aussi, en 82 pour attendez, 82, si c'est ça, en 82, il y avait eu un numéro hors série des Cahiers du cinéma sur ce cinéaste, et il y avait un très bon texte de Youssef qui commençait par les mots, la subjectivité, et c'était ensuite, enfin ça se retrouve dans le volume, et c'est l'un des thèmes principaux de ces 3 volumes. Bon, j'en suis toujours pas arrivé à expliquer ce premier contact. Il avait besoin d'un scénario, d'un film que Welles n'a pas tourné et qui voulait commenter. Il avait parfaitement raison de tenir à le faire. C'est un scénario adapté de Joseph Conrad. Par peu oublié de faire ensuite une incise. Ce que j'adore chez Youssef, entre autres, c'est la langue. Et souvent, les meilleurs écrivains, c'est ceux qui écrivent dans une autre langue. Donc, pour l'anglais, Joseph Conrad, justement, c'est ça qui me fait penser, ou bien Karl Blixen, et pour le français, Youssef Ijapour. Peu de critiques de cinéma, c'est peut-être pas le terme, parce qu'il n'écrivait pas des critiques au sens strict, il écrivait des essais, mais peu de monde écrit, ou écrivait aussi bien que lui. Bref, il lui fallait ce scénario, et il se demandait, peut-être,
est-ce que vous l'auriez? Bon, oui, et je lui fais une photocopie, peut-être le lendemain, enfin en tout cas très rapidement, je la poste. Et ensuite, ça m'a valu une reconnaissance éternelle. Ce qui compte vraiment, je vous avais dit, Fabien, par mail, il avait un cœur comme ça, une reconnaissance éternelle, pourquoi? Pour, je sais pas, 120 photocopies, un envoi. Bon, à partir de là, il m'a envoyé tous ces livres, j'avais plus besoin de les acheter. Donc, à partir de quand, je ne sais plus, le dernier livre que j'ai acheté, 1986, donc j'avais 26 ans, et j'ai une autre chose à raconter peut-être dès maintenant sur la reconnaissance, et on va revenir au système institutionnel universitaire. Donc, Youssef, étant donné le moment où il s'est inscrit, a pu soutenir, si j'ai bien compris, une thèse d'État en 1998, alors que les thèses d'État n'existaient plus depuis 1984. Enfin, en tout cas, il ne pouvait plus y avoir de nouvelles inscriptions. Et de toute façon, admettons même, en 1924, il n'aurait pas pu faire une thèse d'État en cinéma parce qu'il n'y avait personne qui avait le droit de diriger une thèse de cinéma. Premier professeur d'université en cinéma, 1925, aujourd'hui nous sommes des dizaines. Donc, pour ma part, quelques années plus tard, nous sommes maintenant en 2002, je fais ce qui sert aujourd'hui à devenir professeur des universités, c'est-à-dire notamment avoir le droit de diriger des thèses, ce qui s'appelle une habilitation à diriger des recherches, habilitation à diriger des thèses. Et vient le moment de constituer le jury. Et le garant, ça s'appelle pas directeur, aujourd'hui ça s'appelle garant, propose Youssef. Je suis sceptique. Youssef, à ce moment-là, est entré à l'université depuis quelques années, mais est complètement retiré de l'université et volontairement. Alors peut-être que le monde universitaire l'a mal traité, mais enfin, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu de mon côté, mais je sais qu'il ne voulait pas s'en mêler. Il ne se mêlait pas aux autres Welsiens. Nous sommes tout de même internationalement nombreux, on se fréquente tous, sauf lui qui est à côté. Vous savez qu'il a été surnommé l'ermite de la critique, ça se retrouve dans beaucoup de textes. Bon, donc, il ne faisait pas de colloques, il n'écrivait pas dans les revues universitaires. Bon, j'aime pas beaucoup les colloques non plus, j'en fais, j'aime pas beaucoup les revues universitaires non plus, mais lorsque ça vaut le coup, j'y participe. Youssef, strictement rien. Donc Youssef participe à un jury de soutenance d'HDR, pardon pour la répétition. À ma connaissance, il n'a jamais pu participer à une soutenance de thèse. Et il avait une bonne raison pour ça. D'abord, l'essentiel, c'est tout pour l'écriture. Enfin, peut-être pour la contemplation, etc., mais tout pour l'écriture. Il a réussi. S'il y a cette œuvre, c'est aussi par des choix extrêmement stricts, dans sa vie personnelle, familiale, sociale, sans doute, mais aussi dans sa vie professionnelle. Il s'était retrouvé dans un IUT, je crois, en banlieue, où il n'y avait pas de professeur, mais où il n'y avait pas d'école doctorale, où il n'avait pas à diriger des thèses. Donc peut-être qu'il en souffrait, j'en sais rien, mais ça lui permettait de dire aux autres, je ne fais pas soutenir de thèse, donc je ne participe pas au soutien des autres. Et mon garant sollicite Youssef, et Youssef accepte toujours à cause, ou grâce à Hugo, cet envoi qui, moi, me paraît mais absolument normal. Et donc, l'une des premières choses qu'il a dites, c'est encore ça, François Thomas, autrefois, on fait ça, c'est rare à l'université. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit rare, mais voici. Donc, ensuite, si je continue sur le plan personnel, vous voyez, de temps en temps, généralement, pour être franc, par hasard, il était dit dithyrambique pendant la soutenance, un petit accrochage à un moment sur une erreur de ma part, et ça s'arrête là. Et la dernière fois que je l'ai vu, hélas, c'est en 2018, donc par hasard, la projection de The Other Side of the Wind, un des derniers films tournés par West, mais dont West n'avait pas pu tourner le montage, qui a été terminé à grand mal sous l'égide de Netflix. Et nous sommes sortis de là, l'un et l'autre, absolument abattus par ce qu'on avait vu.
Donc on y a des souvenirs, malheureusement ça doit partager avec lui une des pires soirées de ma vie. Merci François pour ce témoignage. On le devine, hein, vous écoutez tous les deux, un personnage à part, vous parlez d'Hermite, hier vous parliez d'Anachorète, un caractère, vous l'avez dit également, un caractère. Est-ce que ceci a servi son œuvre sans doute, puisque ça lui a permis de se consacrer à l'écriture, mais n'a pas desservi peut-être sa reconnaissance? Qu'est-ce que vous en pensez, Juliette? Oui, il avait le plus grand mépris pour les cérémonies universitaires. Il avait été invité au Canada une fois, et pour une conférence, je ne sais plus sur quoi, peut-être sur Wells. Il y avait 6 personnes dans la salle, ça nous arrive à tous. On trouvait que l'avion, aller-retour, la fatigue, les plats canadiens, franchement, parler à 6 personnes, il préférait écrire un essai qui se vendait à quelques milliers d'exemplaires, pas faramineusement, mais il préférait de beaucoup ce travail-là. Et je lui ai dit 1000 fois qu'il fallait faire des concessions, que les colloques c'était aussi un lieu où on rencontrait des collègues, on pouvait avoir des idées d'éditeurs, d'édition, ça faisait aussi partie de la sociabilité normale des spécialistes d'une question, sans courir à toutes les circonstances. Je pensais qu'on pouvait faire quelques concessions, mais ce n'était pas un homme de concession, donc c'était non. Bon, France Culture, la radio, oui peut-être, parce que d'abord on s'adresse à un public peut-être plus large, et il y a une certaine liberté. Il détestait faire des cours. Il a été en fait à Paris 5, l'IUT dépendant de Paris 5, et il en était très content. Il ne voulait aucune charge administrative, aucune direction d'étudiants. Il se contentait à l'IUT de passer des films, de les commenter très intelligemment, de manière à préparer de futurs médiateurs culturels qui soient un petit peu informés de l'histoire du cinéma. Mais mon dévouement à l'institution universitaire, qui fut grand et l'est encore, le stupéfiait, parce qu'il pensait que c'était franchement une tâche déplaisante, chronophage, sans aucun intérêt, surtout l'alphabétisation culturelle qu'on accomplit auprès d'étudiants qui sont peu formés, ça lui paraissait une tâche extrêmement ingrate, pour laquelle il n'a eu aucune vocation. Ceci explique peut-être pourquoi dans ces livres, bon, à la lecture, je trouve qu'il y a une très grande érudition, une très grande connaissance, une spécialisation et une même érudition dans tous les domaines, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma ou d'art, mais un souhait de vulgariser. Vous parliez de l'écriture, de transmettre, vous parliez de la qualité de l'écriture, effectivement, c'est remarquable, l'écriture est remarquable chez Youssef Chapot, c'est à la fois plaisant à lire pour le fond, mais aussi pour la forme, mais il livre tout, il rend tout facile finalement. Il y avait cette volonté de transmettre, de vulgariser, selon vous, François? Oui, tout à fait, bien entendu. Et facile, je dirais aussi oui. Et j'ajoute, bon, si j'ai lu tous ces livres, y compris sur des sujets mais vraiment auxquels je ne connaissais rien, il s'agissait d'histoire de l'art, pour certains points ça allait, mais pour d'autres je ne connaissais même pas l'existence. Je les lisais d'abord parce que je savais que j'allais passer un excellent moment de lecture. Et puis aussi, bien entendu, il me les envoie, je les lis et je lui écris un petit mot ou un petit mail, je ne suis même pas sûr qu'on ait changé beaucoup par mail, probablement moins de 10 fois. Alors, pour revenir à votre question d'avant, à laquelle Juliette a déjà répondu, oui, je pense que fatalement, le fait de ne pas se mêler aux autres l'a desservi. Par exemple, j'ai mentionné un Wells, donc je connais bien le milieu de ce que j'appelle le Wellsianisme international. On est quand même un certain nombre, peut-être une douzaine. J'appelle le Wellsianisme international, ça me fait des personnes qui ne se contentent pas des 12 longs métrages terminés par Wells, éventuellement de 2-3 projets, mais ceux qui ont le malheur de tomber dans la marmite, des 200 émissions radiophoniques de Wells, dont beaucoup sont absolument passionnantes et que j'aime autant que ces films, voire davantage que ces films, et en plus elles sont plus nombreuses, son œuvre théâtrale, son œuvre romanesque, ses pièces de théâtre, son art de la prestidigitation, ses articles d'éditorialistes politiques, et il faut encore ajouter d'autres fonctions, d'autres palettes de cet art, que quand on tombe dedans, c'est difficile d'en sortir.
On peut se dire, je vais écrire un livre sur autre chose, très bien, mais ensuite on a toujours soit une envie, soit une découverte de documents, scénario inédit, par exemple, qu'on trouve dans les archives, soit des commandes. Bref, aucun de nous, je crois, ne peut se sortir de Wells. Youssef a procédé autrement, 37 ans, et puis du jour au lendemain, il s'arrête avec une œuvre bien bouclée. Mais je me suis un peu éloigné, ça veut dire que nous nous connaissons entre nous et nous connaissons nos travaux entre nous, quelle que soit la langue. J'ai lu des livres en espagnol, avec un dictionnaire franco-espagnol. Les travaux de Youssef devraient être cités dans d'autres langues que le français. Et ils ne le sont pas, pour être franc, non pas parce qu'ils sont en français, je pense, mais parce que Youssef ne s'est pas fait connaître auprès de gens américains ou autres, qui peuvent être aussi absolument passionnants. Oui, je ne voudrais pas qu'on donne de Youssef une image d'un égoïste enfermé sur lui-même. Il y a une grande générosité chez lui, vraiment, et je crois que dans son écriture et ses livres, il y a une générosité de proposer un public assez large, à tous, surtout, je pense. C'est pour ça que je pense que Médiathèque lui aurait convenu, à tous des éléments de culture dans une langue la plus simple et la plus belle possible. Donc il refuse le jargon, le fait d'être affecté, les notes en bas de page. Moi, je m'entendais sur ce point relativement bien avec lui, mais j'ai plus transigé avec l'université. Mais j'ai fait ma thèse avec Michel Serres qui voulait supprimer les notes en bas de page et une intervention du philosophe dans la société. Donc il y a une générosité chez Youssef qui pouvait s'adresser aussi à tout le monde, quelqu'un rencontré dans une librairie. Il n'y avait pas de barrière sociale, il n'aimait pas la norme universitaire aussi. Qui existe, enfin c'est un défaut de toute institution et de toute cléricature, et il ne voulait pas se prendre au sérieux, je pense, il était très sérieux dans son travail, travaillant tous les jours énormément, mais il ne se prenait pas au sérieux. Et je pense qu'il avait un goût de la plaisanterie, un grand rire très spontané. Il me manque beaucoup de ce point de vue-là parce que tout d'un coup il trouvait le détail qui tue, la moquerie devant justement les gens qui se prennent trop au sérieux. Donc une certaine légèreté aussi. En même temps, il s'est dégagé beaucoup de temps, il faut l'avouer. Il ne voulait pas faire l'administration, tout le métier d'universitaire qui est quand même extrêmement aliénant. Il y a échappé, donc ça lui a permis d'écouter beaucoup de musique, d'aller voir toutes les expositions, de lire gratuitement, sans avoir de cours à faire, des œuvres littéraires, d'être très au fait de la poésie. Selon sa bibliothèque témoigne de s'intéresser à la Chine, à la Grèce. Ses voyages généralement n'étaient pas hédonistes, c'était les musées, les institutions culturelles, mais c'est aussi un très grand luxe, c'est une sorte d'aristocratie intellectuelle, avec un peu le rêve de ces aristocrates qui pouvaient consacrer à la culture et à l'écriture tous leurs loisirs au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est un idéal aristocratique, mais généreux, je pense, mais autrement généreux que nos tâches universitaires. Oui, je vais rebondir sur 2-3 points. Tout d'abord, pour dire autrement ce que vous avez dit, il était orgueilleux, je crois qu'il ne s'en cachait pas, mais effectivement, il n'y avait absolument aucune vanité. Ensuite, je reviens sur la question de la radio, je ne sais plus laquelle vous en a parlé. Il a fait quelques émissions radiophoniques et elles sont passionnantes. Si vous ne connaissiez pas Youssef Ichapour, parce que plusieurs d'entre vous le connaissez, écoutez cette émission, je suis sûr qu'elles sont, par exemple, sur Ancien Noël, il y a une magnifique émission de Michel Simon sur France Culture, collection privée. Il avait une voix, on n'en a pas encore parlé, je crois, une voix absolument magnifique, avec un petit accent qui lui donnait encore plus de personnalité. Vous avez aussi sur Internet ou sur le site, bien sûr, des amis de Youssef Ichapour. Vous avez quelques conférences au Forum des images à la Cinémathèque française. Là aussi, vous voyez l'énorme personnalité, mais surtout, je voudrais revenir sur la culture. Donc, vous parliez de la Chine, et ce qui est vraiment important, impressionnant, je vais dire, dans
beaucoup de ses livres. Dès que les livres... Bon, d'abord, même s'il s'agit d'artistes français, il ne faut pas oublier qu'il est parti de zéro, qu'il est arrivé en 1958 en France sans parler français. Et eh bien, il a acquis une culture, aussi les moyens de nous expliquer ça de façon très claire, comme vous disiez, sur quantité d'aspects de la civilisation française. J'étais notamment impressionné par tout ce qu'il savait sur le 19e siècle, sur l'histoire politique du 19e siècle. Bon, mais sortons de la France. Vous lisez son livre sur Ozu. Il y a Sugio Ozu, le cinéaste japonais. Vous comprenez qu'il connaît aussi par cœur l'histoire du Japon. Je l'ai là, j'aimerais bien vous montrer, je crois que c'est celui-là. Oui. Alors, vu de loin, il a pas l'air beau, mais quand même, il a écrit ça en allemand. Je serais capable d'écrire ça en allemand parce que c'est aussi la somme de toute une culture sur le Japon, pour la culture sur la civilisation iranienne, nous comprenons. Mais on peut dire la même chose pour d'autres pays dont il a évoqué soit les cinéastes, soit les artistes plasticiens. Vous parliez d'une approche particulière, d'un style particulier, indépendamment du style littéraire, qui est à la fois une très grande connaissance technique quand il rentre dans une œuvre, que ce soit cinématographique ou artistique, il analyse littéralement l'œuvre, c'est le cas chez Courbet, par exemple, pour ce qui est des arts plastiques, mais il le mêle toujours à une excellente connaissance de l'historicité, c'est-à-dire du contexte politique, du contexte philosophique de l'histoire, sur laquelle il va rajouter lui-même une couche de pensée, une approche philosophique. Il n'écrit pas de livre sur la philosophie, d'ailleurs, c'est plutôt une approche philosophique, j'ai l'impression, qui aborde de l'art. Est-ce que c'est là l'originalité des essais, des essais de Youssef? Oui, on revendique la forme de l'essai, en citant Adorno, je crois, dans la définition de l'essai. C'est un exercice spécifique, l'essai. C'est une sorte d'éclair de clarification, une proposition d'une ligne de compréhension. C'est pas l'épuisement d'un sujet, c'est pas la monstration d'une compétence, c'est la mise en abîme des compétences au service de la compréhension de quelque chose. C'est peut-être ça qui d'ailleurs a gêné certains dans l'abord de son œuvre, parce qu'il y a énormément de connaissances, mais elles ne sont pas montrées, elles sont éventuellement utilisées quand elles sont indispensables, donc il revendique cette forme-là, l'essai, il y a un aspect singulier dans l'essai, les essais de Montaigne, c'est tracer un sens, pas personnel, mais singulier, dans une œuvre ou dans une question. Donc je pense que la forme d'essai, qui a été très française, 18e, 19e, est un peu passée de mode dans les milieux intellectuels, peut-être après la French Theory, après Derrida et d'autres qui ont écrit des essais, où il y a quand même une très belle langue, parce que la France a pour caractéristique le fait de mêler, par exemple, philosophie et littérature, ou en tout cas de donner à la philosophie un mode d'expression littéraire, et à la littérature une ambition qui est une ambition au-delà du simple fait de raconter des histoires pour le plaisir. Donc il a adhéré à cela, parce que je pense qu'il a beaucoup adhéré à l'esprit français. À l'esprit français plutôt classique que contemporain. Il admirait beaucoup Derrida, Lévinas, les penseurs qui ont écrit des essais, c'est-à-dire des propositions singulières de trajet dans une question, une œuvre, etc., sans vouloir donner l'encyclopédie des références qu'on a utilisées ou des références éventuellement inutiles, mais qu'on a évidemment compulsées pour pouvoir travailler. Donc c'est particulier, c'est singulier, et je pense que c'est un peu passé de mode. En tout cas en philosophie, on est revenu dans la discipline à l'érudition, des kilomètres d'érudition et d'articles assez intéressants, mais qui épuisent une question et qui sont très loin de l'essayisme. Donc cet essayisme a été un peu mal compris dans les années 90-2000. D'ailleurs, il a eu beaucoup plus de succès, il était plus lu, plus invité à la radio dans les années 80-90. Ensuite, je pense que d'autres
modes d'expression, de communication, et d'autres types de textes ont été privilégiés. J'ai tout de même l'impression que, là je parle du point de vue du cinéma, j'ai plutôt l'impression que c'était quelqu'un d'extraordinairement respecté. Simplement, oui, le fait qu'il écrive des essais plutôt que des critiques de films faisait qu'il était tout à fait à part. Pour revenir à votre question, ce qui caractérise, oui, c'est d'écrire de la philosophie sur le cinéma, avec des références qui sont, pour une part, celles que vous avez dites, et puis Adorno, l'école de Francfort, d'autres, y compris dans le domaine politique, puisque c'était quelqu'un de très engagé. Et j'y reviendrai peut-être plus tard sur d'autres points. Et je voulais ajouter quelque chose qui est en train de me sortir de la tête, peut-être. Oui, toujours dit que j'avais pris ça pour ne pas oublier d'y revenir. Je reviens toujours en arrière. C'est lorsque vous avez parlé de la lisibilité. Oui, ça me revient à ce que je voulais dire. Enfin, c'était toujours remis dans un contexte qui dépassait de très loin le film ou les films de Wenders, l'exemple qui me vient à l'esprit. Et là, je vais tricher, parce qu'il y a une citation qui me paraît tellement importante que je préfère la citer plutôt que la paraphraser mal. Donc, ça vient d'un chapitre qui s'appelle « Comment les films sont-ils possibles ?» dans son livre Historicité du cinéma. Il est impossible de faire une théorie du cinéma sans parler d'œuvres particulières, et une critique n'atteint son but que si elle ne se contente pas seulement de parler d'un film, mais de voir en quoi ce seul film implique tous les autres et met en jeu tout le cinéma et bien au-delà. Et qui d'autre fait ça à bout de court point? Je ne vois pas. Enfin, peut-être que j'injuste en ne voyant pas, mais je ne vois pas. Et vous lisiez un article sur Wenders, ça vous apprenait bien sûr qu'il y a des choses sur Wenders, mais ça allait bien au-delà. Sur Ozu, ça va bien au-delà, d'autant que chaque fois qu'il écrit sur un cinéaste ou sur un film, il mêle d'autres cinéastes. Lorsqu'il parle d'Ozu, il montre la différence avec Mizoguchi. En soi, c'est pas forcément original, mais la façon dont il le fait. Je pense que c'est par ailleurs l'un de ses meilleurs livres sur Ozu, en tout cas sur le cinéma. La façon dont il le fait, oui, est profondément originale. Et au-delà de ça, donc, remettre en jeu dans toute une histoire, l'histoire d'une société. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure de toute sa science sur le monde japonais, médiéval ou d'aujourd'hui, ou pour la société dans laquelle s'inscrivait n'importe lequel des artistes sur lesquels il a écrit. Maintenant, n'oublions pas, je vais vous poser là, le cinéma, c'est Michel Serres qui y fait penser, bien entendu. Dans cette collection, les deux autres, c'est des rééditions, parce que même les rééditions, vous les envoyez. Dans cette collection, qui je crois n'a pas, dirigée par Michel Serres, qui je crois n'a pas si bien marché que cela, mais qui a quand même une bonne centaine de volumes, chaque domino, c'est le titre de la collection, propose deux parties, un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir. Non, Youssef ne peut pas faire ça. Il fait deux essais pour réfléchir, sachant que le premier essai est organisé chronologiquement et le second essai est un essai, disons, au sens plein. Et bien sûr, parfaitement lisible, c'est une collection de vulgarisation, mais écrite par des gens comme Albert Jacquard, Étienne Klein, des grands penseurs, des grands savants, etc. Merci. Je voudrais comprendre un point peut-être d'abord, s'il est possible de le faire. Il arrive à 18 ans donc, en France en 58, il est né en 1940, il arrive en 1958, il cherche enfin, il quitte l'Iran, il s'exile, ce sont ces termes, volontairement. Ce qui est peut-être étonnant, parce que l'Iran en 1958 est un Iran a priori moderniste, qui n'est pas l'Iran d'aujourd'hui. Il vous en a parlé, Julien, vous le connaissiez bien, vous avez déjà eu des échanges avec lui sur cette volonté de partir, et particulièrement, on peut dire, en Occident, il parle souvent de l'Occident. Bon, il se trouve qu'il avait un frère qui faisait ses études de médecine à Paris, qui a été ensuite pédiatre, donc il avait
comme beaucoup de jeunes exilés, disons un point de chute et un support familial. Donc c'est une motivation triviale, mais c'est quand même une motivation. Par ailleurs, il y avait d'autres motivations. Il avait lu pas mal de littérature française. Il dit qu'il ne parlait pas le français. Je pense qu'en fait, oui, du point de vue de la perfection de la langue, non, mais il avait lu tout Alexandre Dumas en Iran. Il avait vu énormément de films de KPDP. Il avait lu Victor Hugo, Roland en large. Donc il y avait une sorte de mythe de la France et de Paris qui est relativement partagé. Enfin, je pense que vous avez tous rencontré des gens du monde entier qui ont, plus que nous n'avons nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que Parisiens ou en tant que Français, une sorte de mythe de la France, de la Révolution, du romantisme, du théâtre, des idées, des formes nouvelles. Donc il avait déjà, adolescent, cette image de la France. Donc il est venu, je pense, dans un mouvement d'enthousiasme. Par ailleurs, dernier enfant d'une fratrie juive, de commerçants, je pense qu'il a senti sa vie familiale et religieuse comme assez étouffante. Il disait lui-même que sa famille habitait une très grande maison, mais il avait choisi l'ancien logis de la concierge, un petit peu à l'écart, pour installer sa chambre, ses instruments de musique. Il était le moins possible les pieds à la synagogue. Il s'agit d'une société quand même très traditionnelle, l'Iran des années 50. Et c'est un vent de liberté qu'il a mis en France, la liberté française de la Révolution et du XIXe siècle, mais aussi la possibilité de rompre avec une famille pour laquelle il avait beaucoup d'affection, mais qui était dans une structuration traditionnelle de la vie, commerciale aussi, donc à ses yeux, de futur intellectuel assez étouffante. Il était question évidemment de mariage rapide, de fonder une famille, de reprendre l'entreprise familiale. Je ne vois pas Youssef dans ce cadre-là, donc ça a été, comme pas mal de jeunes peut-être, aussi une rupture avec l'Iran de ces années-là, qui était beaucoup moins oppressante que ce qui va se mettre en place par la suite. Mais ce qui s'est mis en place par la suite l'a aussi empêché de rentrer. Il n'est jamais retourné. Il y est retourné dans les années 70, il faisait des visites, mais après la révolution des Mollahs, il est allé le moins possible, ou même pas du tout. Parce que je crois que son frère avait fui l'Iran dans des conditions politiques périlleuses, donc il craignait beaucoup d'avoir des ennuis. Et sa famille a immigré pour une de ses sœurs en Israël, pour son autre sœur à New York. Ses frères sont allés en Californie, donc il n'avait plus de raison d'aller en Iran. Et d'ailleurs, il ne voulait plus s'y rendre pour des raisons politiques, en fait. Il estimait aussi certains de ses amis y retournaient, mais ils avaient une grande surface sociale appartenant à des familles célèbres en Iran, donc ils avaient une certaine sécurité à rentrer de temps en temps, mais lui-même craignait d'être assez isolé et en proie de graves difficultés. Donc il n'est pas retourné, il était hors de question de tourner des films sous l'imam Khomeini, donc il a à peu près renoncé à l'Iran, non sans déchirement néanmoins. Je voudrais lire un extrait très court, mais du livre qu'il a consacré à une compatriote, Shoreh Fedjou, je ne sais pas si la prononciation est la bonne, mais il parle de cet artiste qui est né donc à Téhéran en 1955, qui est décédé en 1996, qui n'est pas très, très connu des historiens de l'art, mais qui est une œuvre tout à fait intéressante et très engagée. Et à travers elle, c'est de lui aussi qu'il parle parfois, dont il parle parfois. Juste cet extrait. Il faut regarder la constellation et l'univers d'où vient Shoreh Fedjou pour dissiper l'énigme que cette provenance pourrait projeter sur les œuvres, afin qu'il soit possible d'en ressentir l'impact, l'enjeu et la charge sans se fourvoyer dans des questions d'origine. Shoreh Fedjou est né en 1955. Lui arrive en France en 1958. Donc il parle de l'époque où il est encore en Iran. Dans un Iran apparemment moderne, et dans un milieu d'intellectuels juifs imprégnés par la force des choses de culture occidentale. Là aussi, il y a ce lien, je trouve, qui peut expliquer cet exil. Et porté par l'espérance d'une utopie progressiste et universelle. Mais cette culture, qu'il place entre guillemets le mot culture, mais cette culture était plus que minoritaire et toute de surface en Iran. Le pays entier restait autrement chargé de traditions, c'est le mot que vous avez
utilisées, présentes, même si certains voulaient les oublier et les transformer. Oui, c'est tout à fait ça. Merci d'avoir illustré. Pour moi, c'est vraiment un de mes livres préférés de Youssef. J'ose pas dire le livre préféré, je changerai peut-être d'avis demain. Mais pour moi qui ne l'ai connu, je le répète que très superficiellement, c'est le seul endroit où ce livre, c'est le seul endroit où il parle de lui, en racontant son rapport, ou plutôt, n'oublions pas, pardon, il y a deux livres. Le premier, c'est, appelons ça, un opuscule, qui est issu initialement d'un catalogue d'exposition, et ensuite, il a fait, ça s'appelle sur la couverture, entre crochets, essai, ce livre qui est, comme il dit, pour je ne sais plus lequel de ces livres, non pas augmenté, mais agrandi. Et donc ça se termine par un texte sur sa rencontre avec, moi aussi, je ne sais pas comment il faut prononcer, Chaud. Oui, merci. Il parle de lui, il explique tout d'abord comment c'est elle qui l'a contacté. Alors que, explique-t-il clairement, peut-être, il le dit aussi sans doute dans des entretiens, il a donné des entretiens à Libération, à d'autres journaux, d'autres revues de temps en temps, ou à la radio, il n'a pas rencontré. Les artistes, ils préfèrent se tenir absolument à l'écart. Il dit, si je les rencontre, ça change mon regard sur leur œuvre. Alors attention, je vais revenir au livre, mais une fois dit ça, il y a quand même un superbe dialogue avec Kiarostami, publié dans la revue de cinéma positif, puis dans l'un de ses ouvrages recueils. Il rencontre Kiarostami 5 minutes, raconte-t-il, avant le début. Il y a aussi un dialogue avec Godard. Et dans les deux cas, j'ai dit dialogue et pas entretien. Peut-être que j'ai dit entretien tout à l'heure, mais ce sont des conversations, ce sont des dialogues. Souvent, c'est pas question-réponse. C'est un avis, un contre-avis, un avis, un contre-avis. Et dans les deux cas, c'est passionnant. Mais c'est l'exception. Et là, il résiste d'abord aux manœuvres d'approche, et puis il finit par la rencontrer, par ne pas être convaincu du tout par son travail. Elle en est très fâchée, il ne se voit pas pendant des années, et puis elle revient à la charge et elle lui demande d'écrire le texte pour sa prochaine exposition. Et à partir de là, il change complètement d'avis et il raconte beaucoup d'autres choses sur son rapport aux gens, sur sa personnalité. C'est là que j'ai appris qu'il était colérique. Je n'en étais pas aperçu, vous confirmez? Ah oui, très bien. Et ça me plaisait de voir quelqu'un qui, le reste du temps, est très au-dessus de l'aveu personnel, de le voir se livrer un tout petit peu. Et par ailleurs, j'oubliais, le livre, enfin même sans le tout premier livre, révèle quelqu'un au destin tragique et d'aussi intransigeant que Youssef, si c'est possible. Alors, effectivement, ils se sont rencontrés, il n'a pas rencontré l'œuvre, et pendant des années, ils ne se sont pas vus parce qu'elle a été fâchée, elle revient, il lui écrit le texte, mais là aussi, il lui lit le texte, elle est de nouveau fâchée, donc lui s'en va, parce qu'effectivement, il dit qu'il est colérique, s'en va, rentre chez lui, il explique, tout ça c'est assez drôle, il déchire le texte, il le met à la poubelle, le téléphone sonne, c'est Chorel qui le rappelle en lui disant « on va publier votre texte ». Lui, il dit non, puisqu'elle ne vous a pas plu, si on va publier le texte. Et donc il raconte qu'il descend de son immeuble, parce qu'il avait vidé sa poubelle, pour aller vider sa poubelle, récupérer les morceaux de son texte, les recoller, et puis pour pouvoir retrouver son texte, parce que j'imagine qu'il n'écrivait pas sur ordinateur, il ne devait pas avoir de fichier à ce moment-là, pas encore. Et donc voilà, donc effectivement ça va très loin, et vous disiez très colérique. Moi j'ai... Oui, pardon. Il y a quelque chose de très important, je me permets, parce que sinon on risque d'oublier plus tard, mais tout son travail d'analyste de films, d'essayiste, pendant très longtemps, c'était fait, bon, avant l'ordinateur bien sûr, mais avant la vidéo. Ça veut dire que le degré de précision reposait sur un nombre de visions et de revisions
que je ne peux pas imaginer des films en salle. Peut-être que je ne suis pas sûr qu'il ait jamais travaillé sur table de montage, vous savez. Ouais. Donc, vision en salle. Et c'est vraiment très important. Ensuite, n'importe qui peut travailler facilement avec un DVD. À l'époque, c'était vraiment différent. Oui, moi j'ai connu Youssef qui achetait les petits magazines du mercredi, là, Pariscope et d'autres, qui cochait les films qu'il voulait voir et qui se faisait un emploi du temps hebdomadaire démentiel. Et très souvent, il allait voir le même film 4-5 fois. Enfin, on pouvait rester dans la salle. Donc, quand ça l'intéressait, et il y retournait, et il a pu voir parfois 100 ou 200 fois. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent aussi. Il fallait payer les entrées. Et il prenait, il avait un petit dispositif avec une mini-lampe et un petit carnet, et il prenait de temps en temps des notes. Il a gardé cette habitude ensuite, même quand il ne travaillait pas sur le cinéma ou qu'il a eu des vidéos pour étudier les films, de petits carnets où il écrivait une idée par page, très peu de choses, enfin, quelque chose qui concernait la même question. Il faisait des relevés en voyant les films à telle minute, il y a telle chose, etc. Il revenait à l'autre séance pour voir si c'était bien ça. Enfin, c'est quelque chose qui tient à la démence obsessionnelle, mais c'est... Pardon de réclamer le micro, mais tout d'abord une précision tout de même. Il y a longtemps, le cinéma était permanent, c'est-à-dire qu'on pouvait voir le même film 4 fois de suite sans dépenser davantage. Ça ne change pas grand-chose de la démonstration, mais c'est vrai que lorsque ça a changé, peut-être les choses ont-elles changé pour lui. Et je reviens toujours en arrière, je ne sais plus lequel de vous deux a prononcé vos constellations à un moment. Et avant, vous avez parlé de contexte, et ça me rappelle que dans un de ces textes, je ne sais plus lequel, il explique bien la différence. Le contexte, tout le monde sait faire ça, j'espère, mettre une œuvre dans son contexte historique. Lui préférait ce qu'il appelle la constellation, c'est-à-dire tous les autres artistes qui travaillent dans le même sens, soit à un moment donné, donc très loin du contexte de fabrication des films en question, si je m'en tiens au film, ou même à d'autres époques que celle-ci. Donc, si je reviens à Wells, il veut écrire sur Wells, il s'intéresse moins à Hollywood, aux conditions de production, etc., même s'il en parle, qu'à tous les artistes qui, pour lui, ressemblent à Wells, quel que soit le siècle, quel que soit le pays, et d'autre part, tous les philosophes qui ont traité des questions qui lui paraissent essentielles chez Wells, par exemple la subjectivité. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé, donc ça donne l'occasion de mentionner qu'il était très fidèle à certains philosophes comme Walter Benjamin ou Théodore Adorno. Et Benjamin dit très souvent qu'une œuvre réelle est une sorte d'éclair de communication avec d'autres œuvres, mais sans tenir compte de la logique d'un moment historique. Donc, je ne sais pas, telle œuvre littéraire peut être comprise dans un effet de miroir avec une autre œuvre littéraire qui influence direct ou pas à un autre moment du temps, voire même dans une autre langue. C'est quelque chose qui brise l'idée d'influence, de contexte, d'influence reçue et subie, qui ôte. Donc c'est des espèces d'éclairs, dit Benjamin, de relations entre les œuvres. Et un bon critique ou quelqu'un qui a l'intelligence de quelque chose, c'est quelqu'un qui sait mettre en relation ces différentes étoiles que sont les œuvres pour les faire un petit peu vibrer ensemble de manière très fugace d'ailleurs, pas quelque chose qui s'établit comme une histoire de la littérature ou une histoire de l'art. Donc je pense que Youssef, dans sa revendication de l'essai, il la doit en particulier à Adorno, et dans peut-être une conception non pas des correspondances, parce que les correspondances c'est quelque chose qui pourrait sembler figé, mais des éclats de communication entre des œuvres ou des moments du temps. Il a pratiqué cela, je pense. Juste un mot, j'oubliais tout de même, lorsque je parlais de ces livres ou de ces articles sur les films, lorsque je parlais des références à la culture, etc., et aux autres cinéastes, ces textes sur le cinéma sont aussi imprégnés d'allusions, plus que d'allusions, d'analyse à la littérature, la peinture, d'autres arts. Il met
le cinéma dans tout cet ensemble artistique, y compris dans son livre sur le théâtre et l'opéra au cinéma. Alors, puisque vous venez de me parler de Wells, vous m'aviez dit, je crois, François, ce livre va être parti, on va poser quelques jours de vacances, cette partie pour le lire, parce qu'il fallait au moins ça, c'est un monument. Vous qui connaissez bien l'œuvre, l'exégèse autour sur Wells, qu'est-ce qu'apporte ce livre, quelle est son originalité, même s'il n'est pas cité par d'autres, mais quel est son apport à la connaissance? Alors, tout d'abord, en effet, le temps de lecture, 120 heures. 12 jours, 10 heures par jour. Bon. Donc, vous voyez l'effort que je fais. Pardon? Ça n'encourage pas à se lecture. Oui, je suis désolé, pardon. Oui, pardon. Mes Pardon. étudiants aussi. Comment puis-je rattraper ça? 120 heures, mais vous n'êtes pas obligé de le lire en une seule fois. Du reste, il m'avait reproché. Donc, j'avais écrit un compte rendu sur ce livre en faisant aussi des réserves. Je ne sais même pas en réalité si mon travail l'intéresse tant que ça, pour être oui, toujours est-il que j'avais fait part de certaines réserves. Je n'étais pas le seul à le faire non plus. Il y a eu une critique dithyrambique dans Critique de quelqu'un qui l'avait vraiment lu, j'ai oublié le nom de l'auteur de cette critique, mais il y a eu aussi des critiques qui faisaient la même réserve que moi sur les répétitions, parfois même, je suis désolé, je vais quand même dire qu'il faut acheter les trois, les mêmes citations qui se retrouvent dans le premier tome, dans le deuxième, dans le troisième, des petites choses comme ça. Et il m'avait dit, mais François, c'est pas comme ça qu'il faut lire ce livre. Il faut lire à chaque par mois. Et à ce moment-là, tu sens pas la réflexion. Donc j'ai protesté, si seulement tu l'avais mis en 4e de couverture, d'accord, je l'aurais vu comme tu voulais que je le lise, mais moi, je reçois un livre, 3 livres de Youssef Ichakour, je me donne pour tâche de le lire immédiatement, je ne sais plus dans quel mois c'est paru, mais effectivement, je l'ai lu au mois d'août, isolé, loin de chez moi, aucune tentation. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? C'est difficile à dire parce que, à cause même de son énormité, les 3 livres, autant préciser, se présentent comme ceci. Vous avez d'abord 90 pages, je crois, de mémoire, je n'ai pas rouvert. J'ai eu peur d'être tenté de revenir de la première ligne à la dernière. J'ai rouvert d'autres livres avant de lire quand même. 90 pages donc d'explications méthodologiques. Où il parle de Wells, bien sûr, mais d'abord de sa façon d'envisager l'analyse de film ou l'essai qui va au-delà de l'analyse du film. Ces 90 pages peuvent tout à fait servir aussi à comprendre l'ensemble de son œuvre. Ensuite, la première partie brasse de manière générale le cinéma de Wells. Pour l'analyse des films, il faut attendre le 2e tome, 3e tome. 2e tome, c'est essentiellement l'œuvre américaine, hollywoodienne. Et le 3e, c'est essentiellement l'œuvre européenne, même s'il a, entre guillemets, triché ou amélioré. C'est Alain Resnais qui n'avait pas le mot tricher sur le plateau. Si on est filmé, que le livre gêne la vue, on l'enlève, dans un plan, on le remet après. Ça s'appelle tricher, mais il disait amélioré. Donc il a mis Macbeth dans l'œuvre européenne pour le rattacher aux autres films shakespeariens que sont Othello et Falstaff. Il affirmait d'ailleurs, c'était passionnant, que Wells était fondamentalement plus proche de Marlowe, Christopher Marlowe, l'auteur de la tragique histoire, oui, la tragique histoire du Dr Faust, que de Shakespeare. Donc, ce qu'il fait dans les volumes 2 et 3, c'est ce qu'il appelle la traversée. Je prends un film, au lieu de développer des thèmes sous quelque forme que ce soit, je le prends du début à la fin. Donc, vous avez 200 pages sur Othello, qui sont en quelque sorte un livre en soi, qu'il aurait pu publier antérieurement. L'autre
Ce qu'il apporte, c'est une lucidité absolument passionnante. Vous avez notamment, ça c'est employé tout un développement sur Wells et la politique. C'est la première fois qu'on prenait autant, non la deuxième, il y avait d'abord un auteur américain quand même, 77-78 qui avait fait ça, de façon différente, moins longue, mais tout aussi passionnante. Wells a eu une carrière d'éditorialiste politique de 43 à 46. Wells a envisagé de devenir politique. Son mentor politique de l'époque, Louis Delisle, pour le nommer, essayait de faire en sorte que Wells devienne le premier secrétaire général des Nations Unies, donc la création de cet organisme. Et bien entendu, Wells, peut-être pas dans tous ses films, mais dans un certain nombre d'entre eux, tient un discours politique. Donc là, c'est vraiment un des apports essentiels de Youssef. Il y a d'autres choses qui sont inédites et qui n'ont jamais été refaites depuis. Par exemple, le commentaire sur les 5 pièces de théâtre écrites par Wells. C'est le seul commentaire des livres, je le confirme. Ensuite, pour être franc, lui, les difficultés des 3 livres, c'est le fait qu'ils aient été écrits sur 37 ans. Alors, à la lecture, vous vous rendez compte, en quelque sorte, du mariage d'approches qui peuvent être malgré tout différentes, beaucoup plus que ce que je disais tout à l'heure sur l'œuvre littéraire. Le monde a changé depuis les années 60, vous en doutez, mais aussi la façon d'écrire sur le cinéma. Donc, Youssef explique très bien ça, je ne sais plus où, on en avait parlé aussi. Il commence à écrire un chapitre, et puis il y a des choses qui sont publiées, des informations qui sortent sur le film en question, il est obligé de tout reprendre. Et comment maîtriser à ce point-là autant de sciences acquises progressivement. Et à certains moments, vous sentez que là, il a écrit ça dans les 60, dans les 80, dans les années 2000. La dernière chose qui a été écrite avec Kitty, c'est le passage sur... le passage. J'ai oublié combien de pages ça fait, mais ça peut être 200 sur Sidney. Voilà, il y a des choses absolument fascinantes sur Othello, sur Falstaff. Quand je pense à Falstaff, j'ai du mal de temps en temps à m'empêcher de penser à Youssef, parce que Falstaff, le personnage de Falstaff aussi, il a un cœur grand comme ça. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Voilà, c'est un livre complètement à part. Et le malheur, c'est que, oui, j'ajoute même, depuis, lorsqu'il a commencé, il y avait très peu de livres sur les cinéastes. Donc c'était Jean Mitry, je ne sais plus si vous l'avez cité tout à l'heure, Jean Mitry qui était l'un des enseignants de Youssef à IDEC, et qui était un des plus grands théoriciens et un des plus grands historiens du cinéma. Il était les deux à la fois de l'époque. Aujourd'hui, il est beaucoup trop oublié, et on peut sentir l'influence de lui sur l'excellente influence de lui sur Youssef. Donc, Jean Mitry dirigeait cette collection. Aujourd'hui, vous avez des centaines de livres sur les cinéastes, et lorsque Youssef a terminé son livre, il y avait déjà beaucoup de livres sur Wells, qu'il a dû lire à chaque fois pour son employé, qu'il cite très bien. Dans ce livre, quand même, il y a beaucoup de 20 pages, mais c'est le seul où il sacrifie à l'exercice universitaire. Je ne sais pas du tout si c'est parce qu'au départ, c'était une thèse. Hein. Oui, mais on peut enlever les notes de bas de page lorsqu'on transforme une thèse d'État. Oui, on n'a pas expliqué ce qu'était la différence entre une thèse d'État et une thèse... on s'en fout, c'est ce que j'ai entendu. Bon, les thèses d'État étaient... ça prenait 20 ans. Bon, 37, peut-être excessif, mais ça prenait 20 ans. Aujourd'hui, la période dite de référence pour les thèses, c'est 3 ans. C'est impossible de faire une thèse en 3 ans, il en faut 4, mais plus si on veut, mais ça nous donne quand même une idée de la monumentalité qui était en même temps réclamée par l'exercice, ça se justifiait tout à fait. J'y pense seulement, je m'en rends compte seulement en parlant. Oui, bien sûr, si on commence, disons, en 65 par là, lui sur Visconti, sauf de 66, pour la même
collection. Comme est dit tout à l'heure, Juliette, oui, lançons-nous dans une thèse d'État, quoi que ça donne ensuite dans le milieu universitaire. Ce gigantisme est réclamé, ou au moins une partie de ce gigantisme est réclamé. Je crois que je peux vous redonner. Merci François. Je fais juste une incise. Je poserai une dernière question, et puis après on vous passera la parole si vous souhaitez poser des questions ou intervenir. Juste une incise pour dire qu'on parle beaucoup de livres. Juliette, en tant que présidente des Amis de Youssef Chakour, est venue avec des livres. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez en acquérir à la suite, c'est tout à fait possible ici. Ça c'est avec Juliette qu'il faudra voir, où il y en a partout des livres. Oui, on en a quelques-uns où on peut vous en procurer. Ça, c'est les miens, je les m'en sépare. Vous voulez appeler, ils sont dédicacés, marqués amicalement. Moi, une dernière question, parce qu'il a beaucoup écrit sur le cinéma, mais il a fait des études de cinéma, vous l'avez dit, Lumière, l'idée qu'après, il est revenu à la pratique, ensuite il avait commencé effectivement jusque dans les années 60 à la photographie. Il n'a jamais été tenté, ou il n'est jamais passé derrière la caméra, il n'a jamais eu d'expérience de réalisateur. À ma connaissance, non, mais à un moment où il en a eu l'intention, il voulait, je pense, refaire un film à nouveau frais sur Moderato Cantabile de Marguerite Duras, et on a trouvé un carnet où il essayait de réécrire un scénario, et il raconte lui-même, mais je ne sais pas où, mais peut-être que quelqu'un le sait ici, qu'il s'est rendu compte que Moderato Cantabile, c'était pas parce qu'il voulait situer ça en bord de mer, en Bretagne sans doute. Non, ça nécessitait des petites maisons en briques pouilleuses, un bar avec de la sciure sur le sol, une dame assez habituée à l'alcool à forte dose, et ça n'avait rien à voir avec le littoral élégant des Côtes d'Armor. Et puis non, il a décidé d'y renoncer. Donc, mais ça partait d'un scénario, d'un désir de refaire du cinéma. Je pense qu'il a été tenté, mais il n'est jamais passé à l'acte, et il n'a jamais envisagé concrètement de faire un film, parce que faire un film, c'est un budget, c'est beaucoup d'institutions. Il n'aimait pas démarcher. Il détestait faire un dossier de candidature. J'ai dû faire à sa place, à un certain moment, et porter moi-même à la poste, un dossier de candidature. Je disais avec mon nom, je ne pourrais jamais, d'accord j'ai une thèse, d'accord il y a un poste quand même assez accessible, mais non mais je ne peux pas envoyer, je vais me faire injurier, ça n'ira pas, je serai en colère contre ces institutions. Donc il ne jouait pas à ce jeu-là, donc je le vois très mal solliciter des crédits, faire les dossiers, rassembler une équipe. C'est quand même quelqu'un qui ne travaille pas en équipe, et le cinéma c'est quand même un travail collectif. Je vais compléter. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Juliette. Donc, pour compléter, oui, il dit très clairement, tout ça, c'est pas des choses dont il m'est parlé. Je les ai lus soit dans ses textes, soit dans ses entretiens. Il est venu en France pour devenir réalisateur de cinéma, mais sorti de l'IDEC, ou en entrant à l'IDEC plutôt, je crois, il devait signer un engagement en tant qu'élève étranger de ne pas tourner pour le cinéma en France pendant 12 ans. Et il a préféré rester en France. Quant à Moderato Cantabile, donc ça se trouve dans, je ne sais plus lequel ce que vous avez expliqué, ça se trouve dans sa postface à l'un de ses livres de photographie, et explique-t-il, c'est aussi pour ça qu'il est devenu photographe. Il est redevenu photographe avec ce projet. Et il dit ailleurs, écrire sur Wells, c'est comme réaliser des films. Et je ne sais pas ce qu'il aurait donné comme réalisateur, mais je tiens tellement à ces livres que je ne lâcherai pas la voix pour l'ombre. Et enfin, oui, je le vois très mal. Pour diriger une équipe, je ne sais pas, il y a des gens qui apprennent diriger des comédiens aussi, mais démarcher, comme vous l'avez dit, impossible. De toute façon, c'est quelqu'un qui, dans ses livres, part continuellement en guerre contre le monde de l'argent, qui déplore que le cinéma ce soit aussi de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de goût pour le cinéma hollywoodien, en dehors de Wells, mais qu'il considère comme
anti-hollywoodien, et qui fait très clairement une distinction entre une culture, il n'emploie pas le mot lui-même, mais, ou un art plutôt personnel, y compris au cinéma, et un art, appelons-le, impersonnel. J'ai oublié quel terme il employait, mais comme de la lessive, quoi. Je propose de vous passer un quart d'heure, de prendre un quart d'heure pour passer la parole. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, vous avez probablement... Moi, je l'ai rencontré, non, je ne peux pas dire ça, à l'UT de Paris. Et je suis réalisateur de films documentaires et je l'avais fait intervenir. Je travaille avec des étudiants en communication sur le cinéma. On travaillait sur un film pendant une année. Et j'avais découvert des livres sur la permanence de Ozu. Et donc, je lui ai dit, j'aimerais bien faire travailler les étudiants sur ce film. Est-ce que vous accepteriez de venir en parler avec des étudiants en communication? Et compte tenu, je connaissais son écriture, son travail, je me disais, avec des étudiants en deuxième année de communication, ça va sans doute pas être évident pour les étudiants. Mais on avait énormément travaillé sur le film. Il a été très très surpris des questions que les étudiants lui posaient. Il leur a dit effectivement qu'à l'époque, il n'y avait pas de DVD, pas de cassette vidéo, et qu'il passait sur un film, il était capable pendant une semaine, de midi à minuit, tous les jours, d'aller voir un film pour le connaître par cœur. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que d'emblée, il leur a dit, mais vous êtes étudiant en communication, et dans la communication, vous devez tenir compte de l'autre. Dans les œuvres de création et les œuvres de pensée, il n'en est pas question. Et donc, il leur a fait une leçon, j'ai appelé ça, ce film, leçon de cinéma. Une véritable leçon de cinéma. Il y a eu très très peu de questions des étudiants. Les étudiants sont rentrés vraiment dans sa pensée. Et il a exprimé des choses avec une simplicité étonnante, tout en montrant la complexité du sujet. Et donc, ensuite, on a pu projeter ça, je peux donner la parole peut-être, avec Martin, parce qu'il arrivait à la fin de sa carrière, je suis complètement d'accord avec vous, universitaire entre guillemets, et on a fait, au moment de son départ en retraite, une petite fête où il a eu, pour qu'il soit, comment dire... Oui, il était, je reprends la parole, donc en effet, il était prof à Paris Descartes, à l'IUT de Paris, il n'est pas en banlieue, dans le 16e arrondissement. Et il était très isolé. En fait, finalement, vous avez raison, personne ne savait qui était Youssef Izakour. Et à un moment donné, on crée une sorte de pôle d'innovation avec une amie, et on dit, si on rencontre à l'IUT 3 ou 4 personnes intelligentes, on serait très heureux, enfin, c'était très méprisant de notre part, il y avait plein de gens très intelligents, mais alors qui nous paraissaient sortir de l'ordinaire qui était le nôtre, d'une participation de cet ordinaire-là nous-mêmes. Et j'ai rencontré Youssef, comme ça, un homme dont on n'a pas dit qu'il était très élégant. Il était physiquement très élégant. Et il était en effet un homme, je dirais, en anglais il y a un mot qui me vient, c'est aloof, un peu à l'écart, un peu, pas forcément dans une proximité, vous l'avez dit, il n'était pas... il fallait quand même aller le chercher pour le rencontrer. Et donc on a fait... C'était une fête en fait. L'IUT était... Enfin, l'amphi était absolument plein, je pense qu'il n'avait jamais eu autant de monde pour ce qui le concernait. Je l'ai laissé rencontrer avec quelqu'un qui l'a découvert, le membre du conseil d'administration qui l'a découvert, et ils se sont rencontrés, et donc il a pu devenir professeur émérite, parce qu'en fait il n'aurait jamais été s'il n'y avait pas eu cette histoire. Voilà, et donc moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui connaît très bien, j'aime beaucoup le cinéma, mais voilà, il y a une culture que je ne connais pas, mais en revanche, on partageait lui et moi, là j'ai des livres dédicacés, où il me dit, l'amour de la peinture, nous l'aimons tous les deux ça. Je le rencontrais parfois dans les expositions. Voilà, il écumait les expositions. Et alors, vous avez dit une chose qui m'a frappé, peut-être qu'il avait, vous dites, une simplicité, peut-être, oui, il était, peut-être, mais si vous relisez le bouquin sur tout ça,
c'est un livre qui n'est pas du tout facile, enfin qui est extrêmement élaboré. La langue est très belle, vous avez raison, il a une très belle langue, et ce n'est pas forcément un livre très facile d'accès. C'est un livre qui est extrêmement... Il parlait d'intériorité de la peinture, quand il parle, voilà, de Poussin c'est ça, ou de Rothko, parce que vous parliez peut-être c'est vous qui avez mentionné Rothko, je ne sais pas, parce qu'en effet, les photographies qui sont les siennes ne sont pas abstraites. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, on retrouve un peu la structure des tableaux de Rothko. Donc, et pour un mot simplement, c'est qui nous frappait, ce qui nous avait étonné, c'était l'érudition extraordinaire de Youssef. C'était très... Et en effet, il ne le mettait pas en avant, pas du tout. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est... Merci, vous y avez répondu en partie. C'est une question très matérielle, mais vous avez quand même pas mal parlé d'argent. Et là, donc, on apprend quand même qu'il est des professeurs, et à un moment donné professeur émérite, mais qu'il passait énormément de temps donc, pour son travail, à consacrer à son travail, et non pas forcément aux travaux qu'on demande à un professeur d'université en général. Est-ce qu'il avait d'autres rentes pour se permettre ça, ou il vivait justement vraiment comme un ermite au sens premier du terme? C'est important parce que c'est extraordinaire de s'autoriser à créer une œuvre, vraiment. Et effectivement, quand on crée, ce temps-là est inaliénable. Et cependant, quand on travaille à l'université, on voit bien à quel point les enseignants enfin, même, voilà, n'ont pas le temps. Enfin, je travaille à l'Institut d'études à la traduction nouvelle, je ne suis pas professeur moi-même, je suis professionnel associé. Je suis, et voilà, admirative des collègues qui arrivent à trouver du temps pour la recherche en dehors de tout ce qu'on leur demande voilà, du quotidien de la fac. Quoi. Donc, je me demandais. Moi, j'ai une réponse. Il y a plusieurs choses. Moi, je ne sais pas tout. Youssef était quelqu'un de très mystérieux. Et justement, l'argent, il y a quelques mystères sur cette question. Mais d'abord, il faut dire qu'il a accepté une vie très pauvre. À un certain moment, il a habité dans le Marais un espace extrêmement restreint, presque misérable. Donc, je pense que, à part peut-être une certaine élégance vestimentaire, il pouvait mener une vie extrêmement ascétique et modeste, ce que beaucoup de gens n'auraient pas accepté. Par ailleurs, je pense que sa famille l'a aidé, sa famille qui a une certaine aisance, pour employer un euphémisme, émigré aux États-Unis, agent immobilier, etc. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a placé une partie de son héritage dans des affaires et qu'il avait un revenu relativement modeste, mais qui s'ajoutait aux salaires très modestes, comme vous le savez, des universitaires, donc qui lui ont permis d'avoir... mais comme il n'avait pas de loisirs, pas d'enfants, pas de famille, des voyages uniquement culturels, son train de vie quotidien était extrêmement modeste, un petit peu ascétique, monacal. Donc c'est un style de vie, un choix qui a été le sien. Mais il n'a jamais eu une aisance, il n'a jamais souhaité. Je pense qu'il considérait que l'argent était éventuellement un obstacle. Le gérer, participer à des réseaux d'affaires, se marier comme il convient dans un certain milieu. Sa famille essayait pendant des décennies de le marier avec quelques héritières juives new-yorkaises. Chaque voyage était une épreuve pour lui, parce qu'il savait très bien de quoi il allait en retourner. Donc, je crois qu'il a fallu qu'il atteigne 65 ans pour que sa famille lâche prise et considère que c'était une cause perdue. Non, il essayait de se départir de ce qu'il avait vu dans sa vie familiale, quand même, de commerçant prospère, une préoccupation de la prospérité économique. D'un point de vue politique, un grand lecteur de Marx, ayant une pensée assez radicale sur le monde de l'argent et l'argent en général. Mais il aurait accepté une fortune soudaine ou un don gracieux avec grand plaisir, comme nous tous d'ailleurs, je pense. Il m'avait dit en forme de moquerie, probablement, en souriant,
qu'il avait mangé 2 fortunes de marchand de tapis pour pouvoir faire cette thèse pendant 37 ans. Tout ce que je peux dire pour dire, mais je pense qu'il le disait sous forme de... pour rire, enfin, en même temps. Donc il m'a dit la même chose, mais il a peut-être été plus sincère avec vous qu'avec moi, parce qu'il avait dit une fortune de tapis. Moi, je pense qu'il avait dit 3. Qui dit mieux? Pardon. Et si on entre dans ces considérations-là, effectivement, il est devenu universitaire parce que la retraite viendrait. Il est devenu universitaire sur le tard, et pour répondre à ma collègue de la seconde nouvelle, professeur émérite, c'est pas rémunéré, c'est quand on est à la retraite, et qu'on a le droit de continuer à diriger les thèses. À New York, Oui. Et de pouvoir avoir un job de bibliothécaire, je ne me trompe pas. Il me semble, aux États-Unis, à un moment donné, il est parti, mais peut-être sous votre contrôle. J'avais pu comprendre ça. J'ignore, mais Non, mais je peux l'ignorer. j'ai eu le sentiment, peut-être trompé, qu'il m'avait dit ça. Les multiples vies de Youssef Chapour, les différentes versions de son récit personnel. Oui, comme le disait Juliette en aparté avant qu'on commence, il cloisonnait beaucoup, donc je sais qu'il était très ami avec Pierre Sanson, par exemple. Enfin, je ne sais même pas si très ami est juste, en tout cas ami avec Pierre Sanson. Vous savez peut-être plus que moi, sans doute même. Toujours est-il qu'il nous parlait peu des autres, il y avait des relations avec nous, pas forcément très longues, et nous ne savions pas du tout, ou presque pas, ce qui se passait ailleurs. C'est pour ça que notre association est une véritable provocation, parce que, en fait, nous connaissions les uns les autres par des allusions, souvent des surnoms d'ailleurs. Je connaissais Sophie sous le surnom de ma correctrice. Donc il ne mettait pas les gens en relation. Il voulait dîner avec une seule personne, ou s'entretenir avec une seule personne. Donc il y avait un cloisonnement total qui allait jusqu'à l'obsession. Dans la petite ville bretonne où il passait ses vacances, il en était arrivé à se déguiser pour ne pas rencontrer tel ami, parce que ça l'aurait obligé à le présenter à d'autres personnes, et c'était complètement impossible. Donc il se rendrait très visible, d'ailleurs avec d'énormes lunettes de soleil, chapeau de phoque, ce qui, dans une atmosphère de plage, signalait à tout le monde. Mais pendant plusieurs années, pendant un mois d'été, il dissimulait sa personne. Il ne voulait absolument pas qu'il y ait une sorte d'horizontalité triviale entre les personnes qui se connaissent et même connaissent leur existence les uns les autres, ce qui est énigmatique. Tu veux dire? Oui, sur cette question, je lui avais posé la question un jour, justement, parce que c'est quand même un mode de fonctionnement un peu étonnant, surtout de nos jours. Et il m'avait répondu que c'était une forme de rupture par rapport à l'Orient, c'est-à-dire qu'il avait grandi dans une société où tout le monde se connaissait, et où les informations circulaient, et où la collectivité, la communauté est extrêmement importante. Et lui, il avait construit ses relations en Occident, justement par l'individualité, et par les relations univoques qu'il avait avec chaque personne sans faire de mélange. Donc c'était quand même quelque chose d'important et un peu douloureux pour lui aussi. Et j'ajoute avec quelques petites anecdotes, puisque je l'ai bien connu depuis mon enfance, sur la question de Youssef, réalisateur. C'est intéressant. Il avait réalisé des travaux d'étudiants quand il était étudiant pour justement tourner des films. Et il racontait volontiers à ses proches qu'il avait réalisé un film dans le cadre de ses études avec des acteurs, des monteurs, et que l'actrice principale de son film avait vu le film, elle avait vu le produit fini, elle était sortie de la salle de cinéma et elle avait vomi. Et donc, manifestement, c'est pas un souvenir particulièrement réjouissant pour Youssef, qui n'a plus réalisé, parce qu'il y avait, c'est interdit, il avait signé pour ne pas réaliser en France. Mais c'est quand même une logique qui a irrigué toute la manière dont il a réfléchi et dont il a écrit. On a dit qu'il prenait des petites notes sur des carnets. La manière dont ça se passait, c'est qu'ensuite, il séparait les pages des carnets et il reconstruisait l'ensemble de sa pensée en mettant les notes dans des enveloppes. Donc là, actuellement, on a énormément d'enveloppes avec des petites pages séparées, avec juste une idée sur chaque page. Donc il écrivait. Ensuite, il mettait tout dans des enveloppes et il construisait ses chapitres avec des assemblages d'enveloppes dans des boîtes à chaussures. Donc c'est une boîte à chaussures par chapitre.
Et on peut reconstituer tous ces livres comme ça, ce qui est quand même assez significatif. Et pour finir, il a quand même réalisé 2 films qui sont inconnus du grand public. Oui, c'est assez... c'est une anecdote marrante, mais quand j'étais très petite, j'avais des petites figurines, comme les enfants ont. Et donc on a réalisé 2 petits films avec les figurines, et Youssef s'est vraiment passionné à ça. On a passé plusieurs étés à filmer mes petits jouets. Et Youssef a tout fait. Il a fait le scénario, le montage. Il a passé des centaines d'heures de montage. Il s'est approprié des logiciels de montage modernes, complexes, avec un de ses amis qui est monteur, qui a gagné l'Oscar, non, le César du meilleur monteur récemment. Il a tout appris et il a passé des années devant son ordi à monter des films avec des petites figurines, avec une passion enfantine et incroyable. Il a choisi les musiques, il a tout fait, et avec beaucoup de joie. Donc voilà, Youssef, c'était aussi beaucoup de joie et d'émotion et de tendresse au quotidien. Et vous nous dites ça à la fin, donc vous aurez pu faire une projection de ces films-là qui sont absolument inconnus. Yes. Bien, je vous propose de nous interrompre ici et puis d'être voir Juliette. Si vous souhaitez évoquer les livres, vous pourrez échanger aussi avec François pour partager des anecdotes. Il y a les amis aussi de Sophie Chacpo qui vous envoient vers le site. Si vous voulez y adhérer, je pense que c'est tout à fait possible aussi. Juliette, vous ne contribuez pas. Merci. Merci à vous.